La fête de fiançailles était déjà bruyante et baignée d'une lumière dorée lorsque la juge Céline Beaumont engagea sa Peugeot 508 grise dans l'allée du chemin du Petit Bois dans la banlieue chic de Lyon. Elle coupa le moteur et resta assise un moment, les mains toujours sur le volant, fixant la lueur chaleureuse qui s'échappait du jardin de sa sœur. Des guirlandes d'ampoules à filaments s'étiraient des vieux chênes jusqu'aux clôtures, plongeant tout ce qui se trouvait en dessous dans une lumière ambrée qui donnait aux gens ordinaires l'air de sortir d'un magazine de mode. Elle entendait de la musique, un jazz doux et feutré, et derrière cela, des rires. Le rire facile et serein de ceux qui étaient arrivés à l'heure avec des cadeaux emballés et de bonnes intentions. Céline n'avait apporté ni l'un ni l'autre. Elle arrivait directement du tribunal judiciaire de Lyon, où une audience de condamnation s'était éternisée bien après 18 heures parce que l'avocat de la défense avait déposé une requête de dernière minute que la cour était tenue d'examiner. Elle n'avait rien mangé depuis midi. Son beau blazer gris anthracite, celui qu'elle portait pour se sentir elle-même en dehors de sa robe de magistrat, présentait une petite tache d'encre près du poignet gauche qu'elle n'avait remarqué que sur le parking et qu'elle n'avait aucun moyen de nettoyer. Elle avait eu l'intention de s'arrêter aux Galeries Lafayette de la Part-Dieu pour choisir quelque chose sur la liste de mariage. Un service de verre en cristal, peut-être, ou ce plat de service qu'Amandine avait repéré. Mais la sortie d'autoroute était passée, et elle avait déjà 30 minutes de retard. Elle attrapa son sac, se redressa et franchit le portail latéral. Le jardin sentait le jasmin, les verrines de gambas grillées et un soupçon de parfum de luxe. Des tables rondes nappées de lin ivoire étaient parsemées sur la pelouse soigneusement tondue, chacune éclairée par des bougies et surmontée de compositions florales dans les tons vieux rose et crème. Environ 60 personnes circulaient entre les tables, discutant avec l'aisance décontractée d'une foule qui avait déjà fini sa première coupe de champagne et entamait la seconde. Amandine se tenait au centre de tout cela dans une robe or pâle, rayonnante, riant de quelque chose que son fiancé Bastien lui murmurait à l'oreille. Elle semblait sincèrement heureuse. Céline ressentit une vague de chaleur réelle à cette vue. Puis sa mère la trouva. Françoise Beaumont était une femme élégante aux yeux perçants, avec une posture parfaite et un collier de perles qu'elle portait à chaque événement social important, quelle que soit la saison. Elle traversait la fête avec l'efficacité particulière de quelqu'un qui avait tout organisé et surveillait discrètement chaque détail. Elle rejoignit Céline près des hortensias et l'embrassa sur la joue avant même que les salutations ne soient formées. Françoise dit : « Tu es en retard. » Céline répondit : « Les audiences ont duré plus longtemps que prévu, maman. » Françoise reprit : « Amandine n'a pas arrêté de demander après toi. » Céline dit : « Alors je vais aller la voir. » Françoise nota : « Tu n'as rien apporté. » Ses yeux descendirent vers les mains vides de Céline puis remontèrent, portant tout le poids de l'observation. Françoise ajouta : « Tu es venue à la fête de fiançailles de ta sœur les mains vides. » Céline expliqua : « Je sors tout juste du tribunal, je n'ai pas eu le temps de... » Françoise l'interrompit : « Il y a un Monoprix à chaque coin de rue dans cette ville, Céline. » Céline serra les lèvres. Ce n'était pas une conversation nouvelle. Dans la famille où elles avaient grandi, les Beaumont de la Guillotière, puis d'Écully, finalement dispersés dans toute la métropole lyonnaise, il y avait toujours eu un registre invisible et silencieux. Amandine était celle qui se souvenait de tout, qui arrivait préparée, qui envoyait des cartes de remerciement dans les 48 heures et n'oubliait jamais un anniversaire. Céline était celle qui travaillait, qui avait réussi, techniquement, plus que quiconque dans la famille, mais qui échouait aussi systématiquement à traduire cette réussite en ces petits gestes visibles qui font que les gens se sentent aimés lors des fêtes. Françoise regarda vers la maison. Elle dit : « Les traiteurs ont trop sorti de choses d'un coup et personne ne débarrasse les assiettes d'amuse-bouche, va à l'intérieur et rends-toi utile puisque tu es venu les mains vides, la cuisine est juste en face. » Et parce que Céline Beaumont naviguait dans ce courant particulier toute sa vie, elle s'y soumit. La cuisine était chaude et légèrement chaotique. Des plateaux empilés, des feuilles d'aluminium froissées, une jeune femme en uniforme de service noir qui semblait débordée et reconnaissante pour toute aide. Céline posa son sac sur un tabouret de bar, remonta ses manches jusqu'au coude et commença à ramasser les petites assiettes en céramique empilées sur le comptoir. Elle remplit l'évier d'eau chaude savonneuse et se mit au travail. C'était, devait-elle admettre, pas désagréable.
Il y avait une certaine honnêteté dans une tâche qui ne demandait rien à l'esprit, juste aux mains et à l'eau tiède, avec le cliquetis satisfaisant de la vaisselle propre et empilée. Elle y était depuis environ 10 minutes quand elle entendit des pas s'arrêter derrière elle. Elle se retourna sans réfléchir, de la façon dont on se retourne quand la qualité du silence change dans une pièce. L'homme debout dans l'encadrement de la porte était grand, les cheveux poivre et sel, la soixantaine, portant un blazer bleu marine bien coupé sur une chemise blanche simple. Il tenait 2 verres de vin vides d'une main avec l'aisance décontractée d'un homme qui avait passé sa vie à travailler de ses mains et qui portait encore ce confort dans son corps. Il avait manifestement l'intention de poser les verres sur le comptoir et de retourner à la fête sans cérémonie. Il s'était arrêté parce qu'il l'avait reconnu. Céline vit le changement s'opérer, la façon dont ses yeux s'animèrent, la façon dont son expression passa de la neutralité automatique d'un homme en mission à quelque chose de plus attentif. Son regard passa de son visage à ses manches retroussées, puis à l'eau savonneuse, et revint à son visage, et elle le vit décider s'il était certain de lui. Il posa les verres de vin très soigneusement. Il plaça sa main droite à plat sur sa poitrine, sans drame, pas pour les autres, mais par le geste instinctif d'un homme absorbant quelque chose de réel. Il dit, « Madame la juge. » Sa voix était calme et profonde. Il ajouta, « J'étais dans votre salle d'audience il y a 3 ans. » Céline essuya ses mains sur le torchon suspendu à la poignée du four. Elle le regarda vraiment. Ce visage était familier de la manière dont certains visages du public le sont, pas les accusés, pas les avocats, mais les gens dans les rangées derrière la barre qui viennent s'asseoir et regarder la justice s'accomplir pour des raisons profondément personnelles. Elle dit, Thierry Vallet. Ce n'était pas une supposition. C'était un souvenir précis. Ses sourcils se levèrent. Il dit, vous vous souvenez de moi? Elle répondit, je me souviens de l'affaire Lemoine contre l'État. Votre associé de 22 ans était jugé pour 4 chefs d'accusation de fraude contractuelle. Vous avez témoigné pour l'accusation. Elle plia le torchon et le posa. Elle continua, il a fallu beaucoup de courage, monsieur Vallet. La défense a tout fait pour vous faire passer pour quelqu'un de déloyal. Thierry Vallet la fixa un moment avec l'expression d'un homme qui vient d'avoir la confirmation de quelque chose dont il n'était pas sûr que le monde soit capable. Puis ses yeux se déplacèrent, délibérément, vers la pile d'assiettes à côté de l'évier, vers ses avant-bras nus, vers le liquide vaisselle. Il dit avec précaution, Juge Beaumont, est-ce qu'ils vous font faire la vaisselle? Elle répondit, ma mère a estimé que je devais apporter une contribution à la fête. Il dit, vous êtes venu ici ce soir après une journée au tribunal et quelqu'un vous a mise devant l'évier de la cuisine. Céline dit, ce n'est que de la vaisselle. Thierry répliqua, non madame. Il se tournait déjà vers la porte. Il ajouta, ce n'est pas juste de la vaisselle. Elle le vit dans sa posture avant même qu'il ne fasse un pas, la droiture de ses épaules, la détermination de son mouvement. C'était la posture d'un homme qui s'était un jour assis dans un tribunal et avait regardé une femme en robe noire le traiter, lui, un artisan de Saint-Étienne, comme si son témoignage comptait et que son expérience était réelle. Il portait cela en lui depuis 3 ans. Il n'allait pas retourner dans cette salle à manger sans rien dire. Il s'arrêta une fois au seuil de la porte et se retourna pour la regarder. Il dit doucement, avec une certitude qui n'avait pas besoin de hausser le ton, je veux que tout le monde dans cette salle sache qui est en train de laver leurs assiettes en ce moment. Puis il ajusta sa veste et sortit. Céline resta à l'entrée de la cuisine. Elle entendit Thierry Vallet prendre un couteau et tapoter 2 fois contre une flûte à champagne. Le son trancha nettement à travers la musique et les conversations, et la pièce produisit ce réflexe social particulier, ce silence progressif et ondulant qui traverse une foule lorsque quelqu'un ayant du poids signale qu'il a quelque chose à dire. Thierry commença, la plupart d'entre vous ne me connaissent pas encore très bien. Sa voix portait sans effort. Il poursuivit, je suis le père de Bastien. Je suis né à Saint-Étienne. Je travaille dans le bâtiment et les travaux publics, et je ne suis pas un homme de grands discours. Alors je vais faire court et je vais être clair. Depuis la porte, Céline voyait des fragments de la scène. Bastien debout près du bar, son expression passant de la curiosité à l'attention. Amandine se détournant d'un groupe d'amis, sa robe dorée captant la lueur des bougies.
Françoise Beaumont près de la table des desserts, les mains jointes et le visage figé dans cette expression neutre qu'elle affichait lorsqu'elle traitait une information imprévue. Thierry dit, il y a 3 ans, j'étais assis au tribunal judiciaire de Lyon pendant l'une des périodes les plus difficiles de ma vie. J'ai dû témoigner contre un homme avec qui j'avais travaillé pendant plus de 2 décennies. J'avais peur. J'avais honte, bien que je n'ai rien à me reprocher. Et la juge qui présidait cette audience m'a traité comme un homme dont les paroles avaient de la valeur. Comme si la vérité que je disais importait. Elle était patiente, elle était précise, et elle était juste d'une manière que je n'ai pas oubliée alors et que je n'oublie pas aujourd'hui. Il marqua une pause. Il ajouta, cette juge est dans votre cuisine en ce moment même en train de faire la vaisselle parce qu'elle est arrivée ce soir sans cadeau après une journée entière sur le siège de la cour, et quelqu'un a décidé qu'elle devait se rendre utile. La pièce était plongée dans un silence profond. Même le personnel de service s'était arrêté. Il conclut, elle s'appelle l'honorable Céline Beaumont. Elle a consacré des années de sa vie à la justice dans cette ville. Et je pense qu'avant de lever un autre verre ce soir pour célébrer l'amour et la famille, cette assemblée devrait connaître son nom. Il leva son propre verre vers la porte de la cuisine. Céline ne bougea pas pendant un instant. Puis elle entra pleinement dans la salle à manger, le torchon toujours à la main, les manches toujours retroussées, la tache d'encre toujours sur son poignet. Les applaudissements commencèrent comme commencent les vrais applaudissements, pas sur signal, pas par politesse, mais parce que les gens ressentaient sincèrement quelque chose. Amandine traversa la pièce et ne dit pas un mot. Elle prit simplement sa sœur dans ses bras et la serra fort. C'était l'étreinte d'une femme qui comprenait, peut-être pour la première fois de tout son être, à quoi ressemblait réellement la vie de sa sœur de l'intérieur. Les longues heures, le poids invisible, les années à se présenter aux événements épuisés tout en essayant quand même d'être là. Bastien serra la main de Céline avec ses 2 mains et dit qu'il espérait qu'elle se considérait déjà comme faisant partie de la famille. Plus tard, après que les invités se soient raréfiés et que les traiteurs chargent leurs fourgonnettes, alors que les ampoules brillaient toujours au-dessus d'un jardin plus calme, Céline et sa mère s'assirent ensemble sur les marches de la terrasse. Françoise tenait un verre de thé à la menthe contre son genou. Elle était inhabituellement immobile. Françoise dit finalement, « Je ne savais pas que cet homme t'avait déjà rencontré. » Céline répondit d'une voix douce, « Tu n'avais pas besoin de le savoir maman, ce n'était pas là l'important. » Françoise regarda sa fille aînée pendant un long moment de réflexion. Pas avec de la culpabilité, exactement. Françoise Beaumont n'était pas facilement portée à la culpabilité, mais avec quelque chose de plus honnête que d'habitude. Elle dit doucement, « Non, je suppose que ça ne l'était pas. » Elles restèrent assises ensemble jusqu'à ce que la dernière bougie sur la dernière table s'éteigne d'elle-même. Une leçon qui mérite d'être retenue. Ne jugez jamais une personne par ce qu'elle n'a pas apporté en arrivant. Les personnes les plus accomplies dans une pièce sont souvent les plus discrètes, et la dignité ne disparaît pas simplement parce que quelqu'un leur a tendu un torchon. Traitez chaque personne avec respect avant de connaître son histoire, car on ne connaît presque jamais l'histoire des gens. Cette histoire nous rappelle avec force que les apparences sont souvent trompeuses et que le statut social ou professionnel ne définit pas la valeur d'une personne dans l'instant présent. La juge Céline Beaumont, malgré ses hautes responsabilités et l'épuisement d'une journée à rendre la justice, accepte humblement une tâche subalterne par respect pour les conventions familiales imposées par sa mère. C'est ici que réside la véritable grandeur, dans l'humilité et la capacité à servir sans se plaindre. Le geste de Thierry Vallet est tout aussi puissant. Il montre que la reconnaissance et le respect sont des dettes que l'on porte parfois longtemps en soi, et qu'il suffit d'un acte de courage pour rétablir l'équilibre. Dans un monde où l'on juge souvent trop vite sur ce que les gens possèdent ou apportent matériellement, cette vidéo nous invite à regarder plus loin, vers le caractère et l'intégrité. Ne sous-estimez jamais la personne qui nettoie dans l'ombre, car elle pourrait être celle qui porte le poids de la société sur ses épaules. Et vous, qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà été jugé injustement sur votre apparence ou un oubli matériel alors que vous donniez le meilleur de vous-même ailleurs ? Partagez vos expériences en commentaire.